Nicolas Cazot, merci pour ce temps passé ensemble. Alors la première chose, c'est qu'on va se tutoyer. On ne se connaît pas dans la réalité, on ne s'est jamais rencontrés. Et en fait, cette conversation via écran interposé est en fait une première rencontre. Mais je crois qu'on partage une philosophie un peu commune qui veut que ça nous fasse mal de nous tutoyer, de nous vous voyez, pardon. Donc on va se tutoyer. J'ai découvert ton super travail, ton superbe travail vraiment via la page Facebook que tu alimentes très régulièrement, et puis aussi ton site internet lepartage.com, enfin partage-le.com si je ne me trompe pas d'adresse, dans lequel tu partages énormément de choses, des lectures, des chroniques aussi un peu, et puis tu partages le travail d'autres personnes. Je sais que d'autres personnes sur le partage, enfin d'autres personnes que toi interviennent, pardon, sur le partage. Euh, on va parler ensemble, si tu veux bien, de progrès, de ses méfaits sur la santé humaine en général. On parlera aussi de science, mais aussi des scientifiques qui sont aujourd'hui un peu les nouveaux gourous, les nouveaux dieux, enfin les nouveaux, ça a déjà quelques décennies, mais les nouveaux dieux de notre monde actuel. On va essayer de décliner un peu le très beau thème que tu déclines dans un article qui parle d'essayer de développer les exigences des choses plutôt que l'intention des hommes. Euh, et puis, on parlera aussi des éco-charlatans avec qui tu as maille à partir depuis maintenant un certain temps, que tu essayes de démonter un peu intellectuellement leurs argumentaires. Aussi du mouvement transgenre et transhumaniste, peut-être de la corrélation qu'il y a entre les deux. On va essayer de creuser tout ça. Mais d'abord, un peu plus généralement, je vais poser la question que je pose à tous les invités, qui est sur quoi et pourquoi es-tu en train d'agir en ce moment, sachant que le moment peut avoir duré longtemps et peut durer encore longtemps. C'est une façon aussi détournée qui te permettrait de te présenter un peu plus largement et aussi de présenter ton travail. Ouais. Sur quoi et en quoi j'essaie d'agir. Je dirais que principalement, étant donné que le travail que je fournis est un travail intellectuel, hein, enfin voilà, j'écris des livres, j'écris des textes, je traduis des livres, parce que je travaille aussi pour une maison d'édition, les éditions libres. Et donc sur le site Le Partage, j'écris des textes, mais j'en ai traduit aussi pas mal voilà, qui sont publiés en ligne. Et, euh, et donc, j'essaye d'agir dans le domaine dans le combat des idées, dans le combat culturel, on pourrait dire, d'une certaine manière. J'essaye de mettre en valeur des réalités, des faits, des idées qui sont passées sous silence, occultées ou simplement oubliées ou voilà, qui de diverses manières ne sont pas entendues, ne sont pas diffusées dans les grands médias. Euh, Notamment autour de le sous-titre du site Le Partage, c'est Critique socio-écologique radicale. Parce qu'il me semble crucial de lier ces deux aspects, en fait, le sociologique et l'écologique, qui c'est justement c'est ce qui caractérise normalement, c'est ce qui caractérisait en tout cas le mouvement écologiste tel qu'il a été défini par ses précurseurs, que peu de gens connaissent aujourd'hui, mais des gens comme Bernard Charbonneau ou Jacques Ellul ou Alexandre Grothendieck ou Pierre Fournier ou toute la clique qu'il avait avec lui, Pierre Fournier, pour la rédaction du journal La Gueule ouverte. Donc pour tous ces gens-là, l'écologie, c'était un mouvement de lutte qui prenait en compte à la fois les aspects sociologiques et les problèmes sociologiques et les problèmes écologiques. C'était l'idée qui mettait souvent c'était l'idée sur laquelle ils insistaient souvent de lier, comme Bernard Charbonneau le formule dans son livre Le Feu vert, qui est vraiment super, qui vient d'être réédité aux éditions L'Échappée. L'écologie, c'est un mouvement qui combat à la fois pour la nature et la liberté. Les deux maîtres mots, c'est nature et liberté. Et
Et moi aussi, du coup, c'est des sujets qui me préoccupent, même si je suis arrivé à l'écologie par l'anarchisme et plutôt l'aspect politique, donc plutôt l'aspect social. Mais une fois, voilà, avec le temps, j'ai rapidement été amené à comprendre qu'en fait, le social et l'écologique sont tout à fait liés et qu'on peut pas, qu'il est absurde d'essayer de discuter l'un sans l'autre, d'essayer de comprendre les problèmes écologiques sans prendre en compte les problèmes sociaux ou inversement. Et voilà un peu la trame de ce qui anime le site Le Partage, c'est d'essayer on essaye de perpétuer ce combat de l'écologie pour la nature et la liberté, qui sont des mots en fait aussi des idées très galvaudées, hein. Bien sûr, aujourd'hui, une liberté, et c'est justement, ça fait partie du problème, c'est que aujourd'hui, les mots nature et liberté, le mot liberté, par exemple, renvoie à tout et n'importe quoi, malheureusement, parce que c'est des choses qui sont mal discutées dans le domaine public, dans les grands médias, c'est des choses qui sont vraiment enfin, là, délibérément ou pas, ces idées ont été vraiment détournées de leurs sens initiaux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, il y en a qui vont croire que la liberté, c'est la liberté de pouvoir acheter des Nesquik ou des chocs à pic, mais alors qu'en fait, la liberté digne de ce nom, celle pour laquelle beaucoup de gens se sont battus à travers les époques, ça n'a rien à voir avec ça, évidemment. Mais peut-être qu'on en viendra, Mais on en justement, parlera dans la suite. on va bien sûr en parler, d'autant plus que, si je ne me trompe pas, ton engagement aussi dans l'écologie, il a aussi été, aujourd'hui, tu es un écologiste, et je ne pense pas te critiquer en disant ça, ni t'insulter, un écologiste qui veut essayer de porter une parole qui est radicale. Mais il est aussi né d'une forme de désillusion à l'endroit de personnes que tu aurais pu, que tu as rencontrées, il me semble, au début un peu de ton engagement politique. Ça nous permettrait aussi de revenir justement sur ce que tu disais, sur le fait que beaucoup de termes aujourd'hui sont galvaudés et que, on ne parle pas forcément des réels problèmes. Est-ce que tu veux bien nous dire un Ouais, mot bien justement de sûr. ce début de parcours de Euh, militant? Ouais, bah, au début, enfin, comme beaucoup de gens comme beaucoup de gens aujourd'hui, au début, quand je découvre l'écologie, en fait, j'ai fait un master j'ai une licence de géographie, j'ai fait un master, enfin, j'ai commencé un master ça s'appelait Aménet, c'était pour aménagement et écologie territoriale, je crois. Et, euh, et en fait, dans ce master à la fac, on enseignait un peu toutes sortes ce qu'on appelle le HQE, des normes, en fait, des normes haute qualité environnementale. En fait, on nous enseigne toutes les choses qui aujourd'hui sont associées à l'écologie dans les grands médias, à savoir les énergies vertes, les écoquartiers, les nouveaux types de construction, etc. Et en fait, j'ai pas fini ce master parce que dans le même temps, euh, je me renseignais de manière extra-universitaire. Je découvrais justement la critique écologique portée par des gens comme Derrick Jensen aux États-Unis, dont j'ai découvert le mouvement Deep Green Resistance. Et, et des gens en France. En fait, je découvrais aussi l'existence en France d'un courant qu'on appelle le courant anti-industriel. J'avais jamais entendu parler de ça. Enfin, voilà, c'est donc à l'université que j'ai découvert ce courant, mais c'est pas à l'université que j'ai découvert. J'étais à l'université, mais c'est évidemment pas à l'université qu'on enseigne ce genre de choses. Au contraire, il faut surtout pas en parler de ce genre de choses. Et donc, j'ai découvert le courant anti-industriel en France, qui a une longue histoire, qui est un courant de gauche, pour faire bref, on pourrait dire qu'il remonte aux anarchistes naturiens. C'était des groupes d'anarchistes qui existaient à la fin du 19e, au début du 20e siècle en France, et qui s'opposaient aux autres anarchistes, notamment dans la mesure où les anarchistes naturiens étaient opposés au machinisme, aux machines, à l'industrie, à tout ce qui est les hautes technologies. Et, euh, et donc voilà, et à la suite des naturiens, ensuite au XXe siècle, il y a eu des gens comme Jacques Ellul et Bernard Charbonneau, et ensuite Alexandre Grothendieck, etc. Et toutes ces personnes donc, portaient une critique qui est extrêmement juste, en fait, du coup, dans laquelle je m'inscris aussi aujourd'hui, et qui nous amène à comprendre que tout ce qu'on nous raconte, sur tout ce qui est
énergie verte et technologie verte et ce genre de choses. Choses auxquelles l'écologie aujourd'hui est associée, voire on pourrait dire réduite, sont autant de mystifications, autant de mensonges. Aucune énergie verte n'est verte, aucune technologie verte n'est verte. Et donc effectivement, d'une certaine manière, il y a une désillusion dans le sens où on se rend compte que tout ce qu'on nous raconte à ce niveau-là, c'est des boniments, c'est n'importe quoi. Et donc, mais, mais voilà, il y a des gens qui vont avoir du mal à accepter cette réalisation et qui vont essayer de la refuser ou de la refouler ou de la nier ou d'essayer de trouver diverses excuses pour ne pas prendre en compte tout ça, ces réalités-là. Mais moi, ça m'a pas perturbé. Enfin, j'étais pas particulièrement émotionnellement attaché à toute la civilisation. Donc, c'est quelque chose qui m'a immédiatement parlé. Et ensuite, j'ai creusé le sujet. Et d'où ce que je fais aujourd'hui avec le partage et ce qu'on publie aussi aux éditions libres. Et donc, ouais, il y a une forme de désillusion, mais qui nous amène, en fait, la désillusion est une étape nécessaire dans enfin, quand on croit en des illusions. Et à un moment, il faut qu'il y ait des illusions. Tu passes aussi beaucoup de temps à essayer d'expliquer, donc c'est ce que tu dis, hein, essayer d'expliquer justement les illusions, donc tu participes aussi par ton travail à nous désillusionner, en t'appuyant, évidemment, ça n'est pas que ta production intellectuelle, c'est aussi tout le travail que d'autres ont fait avant toi. Mais moi, j'avais une question, l'idée aussi de ces interviews, c'est d'essayer d'être le plus pédagogique possible. Et je me demandais comment convaincre, ou en tout cas comment désillusionner les personnes qui pensent encore aujourd'hui, et ils sont de plus en plus nombreux parce que le mouvement écologiste, en tout cas tel qu'il nous est vendu à la télévision, a quand même de plus en plus le vent en poupe. Mais comment désillusionner le nombre croissant de personnes qui pensent que avec quelques énergies vertes en fait tous les boniments, hein, c'est le terme que tu as employé tout à l'heure, mais tous les mensonges qui sont proférés à répétition sur les médias de masse et dominants. Comment expliquer à ces gens que, en fait, de toute façon, ça n'est pas soutenable, même avec une économie verte, notre façon de vivre n'est pas soutenable. Selon toi, par quoi est-ce qu'il faudrait, quel fil il faudrait tirer alors évidemment, chaque personne est différente, mais quel fil il faudrait tirer, à ton avis, en premier lieu? Euh, alors d'abord, je voudrais réagir sur un truc. Tu dis que le mouvement écologiste a le vent en poupe. Et Tel qu'il nous est présenté dans les médias. ouais, mais même si on considère que le mouvement climat correspond au mouvement écologiste, je suis pas sûr qu'il est tant le vent en poupe que ça. Quand on voit que dans les années 70, euh, il pouvait y avoir des manifestations de plusieurs dizaines de milliers de personnes contre la construction d'une centrale nucléaire ou des choses du genre, et qu'aujourd'hui l'écologie à un seul endroit, hein. Aujourd'hui, l'écologie peine à rassembler. Les manifestations écologistes sont assez proportionnellement assez faibles au regard des manifestations qu'on observe pour d'autres choses. Je sais pas, on peut même penser juste à la manif pour tous, qui a l'air de faire sortir plus de gens dans les rues que l'écologie. Donc, je ne suis pas sûr que l'écologie soit aujourd'hui plus une chose qui a plus de place et pour laquelle plus de gens se bougent que dans les années 70 ou 80, en tout cas proportionnellement à la population française totale. Mais pour revenir à ta question, le comment, moi, un truc qui me semble important à souligner tout le temps, à peu près, et ça marche, c'est valable pour tous les sujets, c'est que bon, déjà, en fait, c'est essayer aussi de revenir à la logique des choses. Le mouvement écologiste, la plupart des gens sont tellement pris dans la frénésie un peu de cette société et de ces médias
ces chaînes de télévision et ces sites Internet et son Internet qui sont allumés en permanence et qui tournent en permanence. Et du coup, il y a un rythme de vie effréné. Et on a l'impression que peu de gens prennent le temps vraiment de réfléchir au sens de ce qu'ils font et à ce qui se passe. Parce que quand on revient aux prémices de l'écologie, qu'est-ce que c'est? Je pense que la plupart des écologistes aujourd'hui seraient tout de même d'accord si on leur posait la question pour convenir que l'écologie, à la base, c'est la protection de l'environnement ou la protection de la nature, quelque chose comme ça. Et du coup, ensuite, il faudrait leur poser la question mais si le but, c'est de protéger l'environnement, protéger la nature ou empêcher sa destruction, arrêter sa destruction, en quoi le fait de fabriquer des machines y contribue? C'est quand même assez étonnant que le mouvement écologiste aujourd'hui soit devenu un mouvement majoritairement de gens qui en appellent dont les principales revendications sont il faut déployer plus de machines, construire des machines pour produire de l'énergie pour nos autres machines. Alors là, c'est des machines, c'est des panneaux solaires photovoltaïques ou des éoliennes ou des centrales à biomasse, mais ça reste des machines. Donc, en fait, les écologistes aujourd'hui veulent qu'on construise des machines pour produire de l'énergie pour alimenter d'autres machines. Et on a du mal à comprendre en quoi le lien avec la sauvegarde de l'environnement. Et voilà, pour moi, c'est revenir toujours à la logique des choses, essayer de comprendre, parce qu'il y a une déconnexion incroyable aussi entre le fait enfin, il y a la plupart des gens se permettent de soutenir des choses, de se montrer partisans de choses dont ils ne comprennent absolument pas les tenants et les aboutissants. Beaucoup de gens vont se prononcer en faveur des panneaux solaires photovoltaïques, justement, ou des éoliennes, ou du déploiement de telle ou telle autre technologie de production d'énergie dite verte, ou propre ou renouvelable. Et en réalité, ces gens-là ne savent pas ce qu'implique physiquement, réellement, dans le monde, les choses dont ils se font les zélateurs, les choses dont ils se font les promoteurs. La plupart des gens ne savent pas exactement ce qu'implique la construction d'un panneau solaire photovoltaïque ou d'une éolienne ou d'une centrale à biomasse. Et pourtant, ils vont se permettre le plus normalement du monde dans les conversations de dire moi je suis pour le déploiement massif des énergies renouvelables, mais sans aucune idée précise en fait, ou même imprécise, de ce que ça implique réellement dans le monde réel. Et donc il y a cette étonnante déconnexion entre le discours et la réalité, entre ce qu'on encourage et ce que ça implique. Et en fait, il y a une forme de je m'en foutisme que je trouve assez incroyable. On s'en fout de soutenir un truc, on n'a aucune idée de ce que ça implique, mais on est pour parce qu'on nous a dit à la télévision que c'était moins polluant, que c'était mieux, que c'était vert, que c'était propre, que c'était renouvelable. Et donc voilà, ça je trouve assez dramatique, et je pense que c'est un point sur lequel c'est facile d'insister en fait, juste en posant des questions, quoi. Mais ce que tu soutiens là, ça implique quoi? C'est quoi les implications? Et en général, ça va être le silence ou un petit air gêné, on va passer à autre chose parce qu'en fait, on n'en sait rien. Et voilà, si tu me demandais un angle, je pense que c'est un angle intéressant. Mais à force de tenir les discours que tu tiens, tu prends aussi un peu une forme de foudre médiatique parce que tu critiques la technologie en utilisant les outils technologiques. Ça, c'est la grande arme de destruction massive justement des personnes qui critiquent justement l'écologie, enfin contre les écologistes radicaux qui justement ne seraient pas suffisamment radicaux ou suffisamment cohérents. Et toi, tu n'échappes pas à la règle vu que tu as un compte Facebook et que on te sert régulièrement. Et d'ailleurs, tu t'en es expliqué à plusieurs reprises sur ce sujet, mais qu'est-ce que tu as envie de répondre justement à ces personnes qui réclament que tu sois plus Ouais. vertueux que ce que tu n'es déjà? Ouais. Et ben c'est déjà une première chose à remarquer, c'est que donc ce reproche, c'est une forme de reproche on nous reproche de ne pas être pur, de critiquer une chose donc en la cautionnant. Et donc une première chose à souligner, c'est que les gens
qui nous reprochent ça. En fait, ils tendent à pas comprendre que ils occultent totalement ou ils passent à côté du fait qu'on n'a pas vraiment le choix en fait, d'utiliser ou pas les technologies aujourd'hui. De la même manière qu'en fait, on n'a pas vraiment le choix ou non d'avoir une carte bancaire, un compte bancaire, qu'on n'a pas vraiment le choix ou non d'avoir une carte d'identité, un passeport ou quelque chose comme ça. Parce que en fait, même si d'ailleurs dans la loi, il est stipulé qu'on n'est pas obligé d'avoir une carte d'identité, mais il est aussi dit juste après que si on n'en a pas, on va quand même être dans la merde. Parce que s'il y a un contrôle d'identité ou quoi, on va pouvoir nous emmerder comme pas possible. Du coup, en fait, c'est une manière insidieuse de rendre la chose obligatoire. On n'a pas le choix, en fait. Sauf si tu as envie vraiment de passer ta vie au commissariat et de te faire emmerder pour tout et rien. Mais en fait, c'est une autre manière de. C'est comme un peu le. On pourrait d'ailleurs comparer ça au pass sanitaire de Macron qui rend. C'est pas obligatoire, mais en fait, c'est obligatoire. Et donc voilà, donc en fait, il en va de la carte d'identité ou du compte bancaire comme de la technologie numérique, comme d'Internet. Si aujourd'hui, moi, je suis dans un petit village, si je veux payer mes impôts, je n'ai pas le choix de mes impôts, même mon loyer, le loyer de mon appartement HLM, je le paye sur Internet. Je n'ai pas vraiment le choix, en fait. Ce serait vraiment trop compliqué, voire quasiment impossible pour moi de ne pas utiliser. Donc en fait, ça aussi, là, on voit que la technologie est rendue obligatoire. On n'a pas le choix de l'utiliser ou non. C'est devenu quelque chose de. Si tu n'utilises pas Internet, si tu n'as pas de. C'est un peu comme ne pas avoir de compte bancaire, ça va te rendre la vie impossible. Ça, c'est un premier point. Après, on peut aussi. Il faut aussi rappeler que c'est comme. Il en va d'ailleurs du compte bancaire ou de la carte bancaire ou d'Internet ou du numérique, comme du reste comme d'un peu tout en fait dans cette société, on n'a pas le choix. Moi, beaucoup de gens de gauche critiquent la propriété privée, beaucoup d'anticapitalistes vont critiquer le salariat, et pourtant ils vont être salariés en fait. Beaucoup d'anticapitalistes sont eux-mêmes salariés. Et pourtant, ils critiquent le salariat. Donc, est-ce qu'il faut dire qu'ils ne sont pas purs? C'est vraiment des nuls. Il faudrait qu'ils soient. Pour critiquer le salariat, il ne faut plus être salarié. Sinon, c'est vraiment de l'hypocrisie. Ils profitent du salariat, ils le critiquent. Voilà. Ça aurait pas, en fait, ça n'a pas plus de sens que de nous reprocher d'utiliser la technologie. Ça, c'est quelques premiers éléments de réponse auxquels on peut ajouter aussi le fait que justement, à partir du moment où on se retrouve dans cette société de contraintes où la technologie est imposée et où la plupart des gens, la plupart de nos semblables se retrouvent à évoluer davantage dans le monde virtuel que dans le vrai monde et à se croiser davantage dans le monde virtuel que dans le vrai monde, il serait absurde de se priver de la possibilité de communiquer avec eux dans l'endroit où ils se trouvent en fait. Et du coup, ça donne c'est une raison supplémentaire d'utiliser Internet, le numérique, pour faire connaître nos analyses et nos idées, bien qu'on soit totalement opposé à Internet et au numérique. Le terme que tu emploies de société de contraintes, j'aimerais bien qu'on creuse un petit peu ce point-là. Justement, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu en quoi ça constitue et de quoi est constituée justement cette société de contraintes. J'ai l'impression qu'elle est corrélée assez directement avec la technologie et j'en profite pour dire que ton site et ta page Facebook remet énormément aussi en question la question justement technologique, pardon, et qui n'est pas forcément à confondre avec la technique, même si je sais qu'il y a plusieurs façons justement de différencier la technique et la technologie. Pardon, si tu veux l'expliquer, surtout n'hésite Ouais. pas. Mais qu'est-ce que tu entends par cette société de contraintes? Je sais par exemple que le groupe d'animaux politiques, la meute d'animaux politiques qui s'appelle Pièces et main-d'œuvre, ou l'acronyme PMO, a écrit notamment un texte magnifique qui s'appelle Le règne machinal, et donc qui a pour but aussi de montrer la société de contraintes dans laquelle on vit depuis l'épidémie de Covid-19. Mais est-ce que tu veux bien essayer de délayer ce thème de la société de contraintes? Parce que c'est Ouais, ce bien que sûr. tu disais, ça vient vraiment à rebours de tout ce qu'on nous vend, notamment dans la publicité, qui est axée sur la liberté. Ouais, bien sûr. Mais ça, c'est quelque chose d'assez caractéristique de la novlangue moderne. Plus on te retire ta liberté, plus on te dit que tu es libre. C'est ça, c'est toute la beauté de la propagande. Mais je pense que oui, donc déjà, il faut convenir, il faut,
il faut essayer de faire sortir les gens justement des illusions dans lesquelles ils se font enfermer à la fois par le système médiatique et par l'endoctrinement étatique, scolaire, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand même, peu de gens sont dupes. Enfin, il y a de moins en moins de gens qui sont dupes du fait qu'on a quand même assez peu de liberté aujourd'hui, que le régime qu'on appelle démocratie et qui est censé être en tout cas, nos États modernes, comme l'État français qu'on qualifie de démocratie, donc comme s'ils étaient vraiment les, comme s'ils étaient des organisations sociales les plus garantes de la liberté que les êtres humains aient jamais connues. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que ce n'est pas vrai quand même. Il y a un super travail de Francis Dupuy-Derry, qui est politologue à l'UQAM au Québec. C'est un sujet qu'il creuse depuis des années et il a déjà sorti plusieurs livres sur le sujet. On peut conseiller notamment Démocratie, histoire politique d'un mot aux États-Unis et en France. Et en fait, un peu tous ses livres, mais celui-ci notamment est La peur du peuple, dans lequel il montre assez clairement et très très bien que, très simplement, dans un langage clair, on en est venu à appeler les régimes politiques modernes comme celui qu'on connaît en France, on en est venu à les qualifier de démocratie, mais que c'était une sorte de formule de propagande, en fait, il montre comment au 19e siècle, les dirigeants politiques du coup de l'État français ou aux États-Unis, pareil, mais qui n'étaient pas encore du tout qualifiés de démocratie, se sont dit que ça pourrait être intéressant de parler de démocratie. En fait, c'était juste une tactique démagogique pour continuer à obtenir l'assentiment des peuples. Et en fait, fondamentalement, rien ne changeait. Quasiment toutes les institutions qui font l'État français aujourd'hui, que ce soit l'Assemblée nationale, le Sénat, le Code civil, le Code pénal, tout ce que tu veux, on en hérite des régimes du passé, de régimes que personne n'oserait qualifier de démocratiques. On en hérite on considère que le Code civil, le Code pénal, c'est Napoléon. D'ailleurs, on considère souvent que Napoléon Bonaparte est aussi un peu le père du système scolaire moderne. Donc voilà, la plupart en fait, la totalité des institutions qui constituent l'État français sont héritées de régimes monarchiques, impériaux, donc tout sauf démocratique. Mais il y a eu un moment dans l'histoire où on s'est mis à qualifier cet ensemble d'institutions de démocratie. Et alors qu'en fait, fondamentalement, très peu de choses avaient changé, en fait. Il y a eu le suffrage universel, le vote. Bon, très bien, voilà, on peut maintenant, tous les 5 ans, élire un nouveau chef parmi un panel très restreint d'individus qui sont déjà, en fait, techniquement présélectionnés, pré-triés sur le volet par tout l'ensemble des institutions qui sont déjà en place, les médias, etc. Donc, en fait, la liberté est essentiellement une illusion aujourd'hui. Et ça, c'est une première chose à réaliser, qui importe beaucoup de réaliser. On les réalise encore mieux, il me semble, quand on compare la liberté dont on bénéficie aujourd'hui à la liberté dont bénéficiaient et dont bénéficient encore les êtres humains qui vivent dans des sociétés de chasseurs-cueilleurs, par exemple, et notamment. Parce que quand on commence à s'intéresser à l'anthropologie, on réalise que les sociétés les plus libres, les plus égalitaires qui aient jamais existé, c'est des sociétés de chasseurs-cueilleurs. C'est quelque chose qui n'est pas qui n'est même pas, on va dire, ça fait pas polémique, c'est quelque chose qui est assez connu en anthropologie, c'est quelque chose qui est assez connu et reconnu. Et on peut conseiller des ouvrages là-dessus. Il y a récemment en France le bouquin Homo Domesticus de James C. Scott qui est sorti, qui en traite. Son bouquin précédent, Zomia, en traitait aussi. Enfin, voilà, les peuples de chasseurs-cueilleurs bénéficiaient les sociétés de chasseurs-cueilleurs étaient bien plus démocratiques et égalitaires que les États modernes et que l'État en général. Et donc voilà, donc réaliser que, parce que
Donc parce que les gens avaient directement voix au chapitre. En fait, ils s'organisaient eux-mêmes, la plupart du temps sans chef, ou quand il y avait un chef, c'était parce qu'il l'avait décidé, parce qu'il le tolérait, parce que cette personne avait été jugée suffisamment compétente, suffisamment généreuse, suffisamment dévouée pour être chef, et elle avait les pouvoirs elle a comme pouvoir que ce que les gens voulaient bien lui confier, c'est-à-dire en général pas grand-chose, c'était seulement une fonction plus ou moins symbolique, le chef. Et il pouvait être destitué à n'importe quel moment et on pouvait ne pas lui obéir. Et voilà, donc c'était le genre de chef qu'il y avait avant. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. C'est tout l'inverse. Aujourd'hui, on a des vrais chefs et c'est nous qui obéissons. Et donc voilà, réaliser tout ça me semble une première étape cruciale. Euh, euh, je ne sais plus exactement où est-ce qu'on en était. Si on en revient à la société de contraintes dont tu Oui, parlais, la société comment de est-ce qu'elle contrainte. se Ouais, matérialise? Est-ce qu'elle pardon. se matérialise en fait, c'est la Ouais. question que je me Et ben, en posais, fait, c'est c'est est-ce que tout ça a une ça. corrélation? Ouais. Est-ce que ça a une corrélation aussi avec la technologie et Ouais, bien pourquoi, sûr. selon toi, il est fondamental si l'on souhaite défendre un projet écologique réel ou radical, selon toi, pourquoi est-ce qu'il faut être très, très rigoureux justement sur le discours technocritique? Non, parce que au fur et à mesure de tout ça, toutes les, en fait, quand on l'analyse anarchiste nous apprend très justement que l'État, ce qu'on appelle l'État, c'est une forme d'organisation sociale qui est tout sauf démocratique. On pourrait dire qu'un État démocratique, c'est un oxymore. L'État, c'est la confiscation du pouvoir par quelques-uns à leur propre profit. C'est donc l'inverse de la démocratie directe, où la démocratie directe, c'est les gens qui se gouvernent eux-mêmes sans passer par un intermédiaire, sans passer par un chef, sans passer par un représentant ou un élu, quoi que ce soit. Donc, voilà, donc déjà, il faut comprendre que les contraintes, à partir du moment où on vit dans une société étatique, on est soumis aux règles établies par un État, on est dans une société de contraintes. Et au fur et à mesure du temps, avec le progrès technique, qui a été justement permis le progrès technique a été permis par les contraintes et les structures sociales que l'État impose, qui permettent, à savoir l'État en tant que structure sociale hiérarchique, permet une division importante du travail, une spécialisation importante du travail. Et donc, au fur et à mesure, lui-même a donné naissance de l'État est sorti le capitalisme et est sorti aussi le progrès technique, le progrès technologique. Et en fait, tout est allé en se renforçant. Plus la technologie progressait, plus les contraintes progressaient, plus en fait plus le pouvoir, la puissance de l'État progressait. On peut le voir, on le constate d'ailleurs aussi à travers la létalité de la guerre. Avec le temps, les guerres sont devenues de plus en plus dévastatrices au fur et à mesure des siècles. Quand on voit les deux guerres mondiales, c'est une dévastation incroyable. La puissance des armes a augmenté, etc. Et d'ailleurs, on pourrait faire une aparté et souligner que archéologiquement, il est estimé que la guerre n'est pas du tout quelque chose qui a toujours existé dans l'histoire de l'humanité, mais que la guerre est un phénomène qui vient avec la civilisation, l'avènement de la civilisation et des premières cités-États, il y a 6000, 7000 ans. C'est aussi le début de la guerre en tant qu'un phénomène organisé entre États. Alors, ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y avait pas d'altercation, de violence, etc. Ça veut juste dire qu'il n'y avait pas de choses aussi massives et vraiment systématiquement organisées et systématiques que la guerre que se livrent les États depuis qu'il en existe. Donc les contraintes, voilà, la vie dans l'État, c'est déjà une contrainte majeure. Et plus les technologies dont ils disposent sont puissantes, plus les contraintes qu'ils nous imposent sont aussi puissantes. Et donc aujourd'hui, plus la technologie progresse, plus nos libertés régressent. Et on le voit, je pense que la plupart des gens aussi peuvent se rendre compte de bien des manières, même si à côté, ils ont aussi un côté un peu schizophrénique, ils se rendent compte qu'il y a de plus en plus de caméras vidéo, de surveillance, de machin, de tout le monde est fiché, de tout le monde est surveillé, les gilets jaunes se font mutiler, crever les yeux et éclater les mains par des LBD, des lance-grenades, etc. Mais en même temps, ils ont l'impression de pouvoir bénéficier Il y a tout ce mythe de la liberté, oui, mais on peut partir en avion à Bora Bora un week-end, et c'est vraiment une liberté incroyable.
enfin si on a les moyens de se payer l'avion pour Bora Bora, etc. Mais donc voilà, la société, plus la technologie progresse, plus les contraintes progressent avec elle. Et c'est ça, il me semble que PMO, c'est vraiment là-dessus qu'ils insistent. Et PMO, ils disent souvent que la technologie, c'est la continuation de la guerre, mais par d'autres moyens. Et c'est exactement ça. C'est quelque chose qu'il faut aussi souvent rappeler, le fait que le progrès technique est aussi, comme la science en fait, totalement lié à la guerre. La technologie s'améliore parce que c'est d'abord pour la guerre qu'elle est. Enfin, le moteur de la technologie, c'est la guerre. Et en retour, là, c'est des cercles vicieux qui n'arrêtent pas de s'auto-renforcer. Et donc, se sortir des contraintes, se libérer justement de toutes ces contraintes, c'est évidemment, du coup, faire machine arrière, comme dit PMO. Du coup, faire l'inverse. Il faudrait, pour se libérer des contraintes, il faut défaire inverser toutes ces dynamiques, inverser tous ces processus, détechnologiser le monde, désindustrialiser, etc. Pourquoi est-ce que le mouvement écologiste radical, ou peut-être que c'est pour ça, mais peut-être que je pose une question naïve, pourquoi est-ce qu'on n'entend pas beaucoup ça dans le... Tout à l'heure, quand je disais que le discours écologique avait le vent en poupe, c'était qu'il y avait en tout cas de plus en plus de personnes qui se prétendent écologistes, qui ont un accès au micro. Et je sais, et j'aimerais qu'on en parle, mais je sais que tu livres aussi une bataille intellectuelle contre ces personnes-là. J'aimerais vraiment qu'on en parle, mais pourquoi, selon toi, ce que tu viens de dire n'est jamais dit dans les médias, dans les journaux, à la radio? Pourquoi Parce est-ce que que détechnologiser, ou même on peut globaliser tout ce que tu as abordé comme sujet dans un grand thème, si ça te va, par exemple celui de la décroissance, pourquoi est-ce que ça n'est jamais posé sur la table? la décroissance, c'est un mot qui est complètement récupéré. Bien sûr, Un mais jour, tu aurais. Un jour, bon. Oui, pourquoi? Parce que je pense que Marx et Engels l'avaient extrêmement bien dit avec une formulation excellente il y a déjà plus d'un siècle, à savoir que les idées dominantes à toute époque, dans toutes les civilisations, dans tout État, les idées dominantes sont les idées des dominants. Parce que ceux qui détiennent, ceux qui détiennent le pouvoir, ceux qui détiennent matériellement le pouvoir dans une société, ceux qui sont au contrôle de l'appareil productif, sont aussi du coup au contrôle de la production des idées. Et du coup, c'est leurs idées qu'on retrouve machinalement, en fait, automatiquement, qui sont automatiquement les idées qui dominent, puisque c'est les idées qui sont le plus diffusées dans les principaux organes de diffusion d'idées, à savoir la presse, les médias de masse en général, que ce soit la presse écrite, la presse sur Internet, la télévision. Euh, un exemple, une illustration assez flagrante de ça, c'est la concentration des, des médias en France entre les mains d'une poignée de milliardaires. Moi, c'est un peu le cas dans plein de pays. Hein. Mais voilà, en France, il y a des graphiques qui ont été faits par c'est Acrimed, je crois, ou je sais plus, c'est peut-être Le Monde diplomatique. Mais ouais, il y a des les deux. graphiques assez clairs qui montrent comment les quelques milliardaires possèdent 80% de la presse ou des médias. Donc voilà, c'est évident que les idées qui contesteraient radicalement tout le monde que ces gens-là sont en train d'essayer enfin, ont bâti et continuent de bâtir, il n'y a pas de raison, aucune raison pour que ces gens-là, qu'elles soient admises en fait dans les médias de masse. Voilà, je pense que ça explique l'essentiel, ça répond pour l'essentiel à ta question. Et si on parle par exemple des éco-charlatans que tu aimes tant justement à critiquer et à ramener en tout cas face à leurs contradictions, face à oui, disons leurs contradictions ou même Ouais, leurs défauts ou leur indigence aussi parfois intellectuelle, hein. Tu ne manques ouais, pas de mots contradiction. suffisamment durs à leur endroit. J'imagine quand même que ces personnes à la base étaient de bonne foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'à la base, elles étaient de bonne foi? C'est une vaste question. Mais pourquoi Est-ce est-ce que qu'à la tu base, serais elles de étaient de bonne meilleure foi? foi qu'eux ou elles? Tu vois? Je ne sais pas si c'est une question de foi. C'est juste est-ce que ce que je dis est vrai ou pas?
est-ce que ce qu'ils disent est vrai ou pas? Et ça, ensuite, c'est à chacun d'essayer de répondre à cette question en essayant d'examiner tous les éléments qu'il est possible d'examiner pour y répondre. Quand Cyril Dion affirme prétend qu'il existe quelque chose qu'on pourrait appeler énergie verte, ou que les panneaux solaires ou les éoliennes produisent de l'énergie verte, de l'énergie propre ou renouvelable, moi je conteste ça en disant non, c'est faux, c'est pas vert, c'est pas renouvelable. On voit, il y a des impacts, ils sont là, on peut les lister, ils existent. Et donc à partir de ce moment-là, à partir de ce moment, pour moi, c'est un combat entre le mensonge et la vérité. Et après, c'est à chacun d'essayer de déterminer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. L'idée de cette interview, c'est pas du tout de personnaliser ou de personnifier, disons, le combat, même si tu incarnes, toi, un engagement. Et c'est aussi le but de cette interview, justement, c'est de parler des personnes, enfin, de cette chaîne, c'est de parler justement de personnes qui, selon moi, s'engagent. Mais comment est-ce que tu vis le fait de recevoir quand même en retour de tes critiques solidement argumentées, eh ben, une avalanche de critiques de ton côté, aussi d'insultes? Je te parle de ça, pas forcément pour que tu t'épanches sur la difficulté peut-être qui est réelle, mais il y a aussi un vrai problème avec les réseaux sociaux sur ce plan-là ou sur le numérique. Mais comment est-ce que tu gères ça? Parce que ça ne doit pas être très évident au quotidien. Bah, au début, en fait, ouais, on s'habitue à tout, hein. C'est vraiment, ouais, au début, c'est un peu déroutant parce qu'on n'a pas l'habitude, mais l'habitude vient et on s'habitue. Et à partir du moment où j'ai jamais, effectivement, comme tu le dis, moi, j'ai jamais été confronté pour l'instant, personne n'a réussi à me convaincre que ce que je disais était faux. Alors, beaucoup s'offusquent du ton que j'emploie, c'est pas bien, il ne faut pas parler comme ça, mais bon, si personne n'a rien à me dire sur le fond de mes arguments, bah, dans ce cas-là, moi, je continue, hein. Et personne n'a réussi à me convaincre que ce que je disais ou ce que j'écrivais, que ce que j'écris est erroné, donc je vais continuer. Ouais, c'est ça, c'est aussi une question de détermination. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, si tu comprends se lancer, avoir pour objectif de changer les choses aujourd'hui, si tu n'es pas prêt à te faire quelques ennemis, il vaut mieux renoncer tout de suite, quoi. Mais Je pense que c'est. tu parlais de la forme, parce que c'est vrai que parfois le langage est assez fleuri. Tu parles de crétin, d'imbécile et tout ça. Alors, c'est pas tellement insultant, mais c'est quand même relativement fort. On est plutôt dans une époque assez sirupeuse, méliflue, doucereuse, on va dire. C'est trois Tout à synonymes, fait, ouais. pardon. Mais tu parlais de la forme en disant que ton fond n'était pas remis en question, mais il y a une phrase que j'aime bien qui dit que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Alors, déjà, est-ce que tu es d'accord avec cette phrase? Peut-être pas. Et ensuite, si tu es d'accord, est-ce qu'il n'y a pas aussi, est-ce que tu penses que tu ne te fais pas des alliés en employant ces termes-là, ou est-ce que c'est à dessein aussi que tu utilises ces termes-là? Je ne suis pas sûr que la forme, ce soit le fond qui remonte à la surface. Non, c'est juste, quand on regarde la qualité du débat écologique tel qu'il existait dans les années 70, 80, on se rend compte qu'il était à la fois bien meilleur sur le fond, mais aussi que sa forme était très différente. Et en fait, dans les années 70-80, c'était pas rare justement de voir des expressions sous la plume d'un Pierre Fournier, de voir parler de con, de crétin ou d'abruti. Et ça posait pas problème, en fait, ça empêchait pas le débat. Euh, En fait, parce que c'était effectivement quelque chose de plus commun. Aujourd'hui, c'est, comme tu le soulignes à juste titre, c'est vrai que on est à une époque où c'est mal vu le moindre mot un petit peu trop haut est très mal vu parce qu'effectivement, partout, et c'est justement quelque chose de très, très intéressant à discuter, de très important parce que c'est au cœur de plein de choses. Partout on remarque que la propagande du pouvoir, en fait, cherche à
à l'effacer lui-même, en fait, à effacer le pouvoir. Et ce qui fait que c'est ce qui fait aussi que c'est ce que souligne quelqu'un comme Franck Lepage quand il parle de la novlangue. Lui, il n'emploie pas, je crois, le terme de novlangue, mais quand il montre comment les mots ont changé, on dit plus un exploité, on dit un collaborateur, on dit, tu vois, les manières de qualifier de qualifier les rapports sociaux dans le travail. On cherche à passer sous silence la relation d'exploitation. Et tu vois, tout ça, pour moi, participe enfin, c'est le même phénomène, en fait. Et c'est la même chose, c'est les mêmes logiques qui font que c'est mal vu de dire de quelqu'un que c'est un crétin ou un abruti. Parce qu'en fait, il faut tout doit être propre, nivelé. On est tous copains, on est tous dans le même bateau, tous ensemble. Il n'y a pas d'ennemis, en fait, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de camp. C'est vraiment le truc qui apparaît partout. L'État cherche absolument à. C'est le fameux mythe de l'État, c'est nous, en fait. L'État, c'est nous, l'État, c'est toi, l'État, c'est moi, l'État, c'est Macron. Pareil, on est tous copains, on est tous frères ou sœurs. Et en fait, ça, c'est un mythe incroyable. C'est un mythe très, très pervers, en fait, qui justement est à l'avantage de ceux qui détiennent le pouvoir et qui ne sont pas nos amis, et qui cherchent à le garder, le pouvoir. Et pour moi, tout ça participe, c'est un peu la même chose sous différentes formes, différentes déclinaisons. Et donc, quand on reproche à quelqu'un d'utiliser... moi, quand je parle enfin, encore une fois, quand je qualifie quelqu'un de crétin ou d'abruti ou d'imbécile, c'est parce que je pense que c'est vrai, que c'est un crétin, un abruti ou un imbécile. Et voilà, j'ai aucun problème avec ça. Et je pense que ceux qui ont des problèmes avec ça, c'est parce qu'ils ont aussi des problèmes avec le fait de comprendre qu'on n'est pas tous vraiment dans le même camp, on n'est pas tous. Mais il y a quelque chose c'est sûr que c'est plus rassurant d'essayer de se dire qu'il n'y a pas de camp, qu'il n'y a pas d'ennemis et qu'on est tous pareils et qu'en fait on va pouvoir tous être copains. Non, mais il pourrait y avoir d'autres termes employés. C'est pas parce que t'es pas copain avec quelqu'un qu'il est nécessairement abruti. Enfin, moi, je sais pas. Ouais, Ça ouais, pourrait être certes. vendu, ça pourrait être Ouais. faible, ça pourrait être. Vous voyez, tu vois, c'est les termes qui sont employés qui, moi, m'interrogent. En fait, je me demande pas si c'est une. Je me demande si c'est pas idiot, en fait, de dire que quelqu'un est un abruti, parce que techniquement, en plus, ceux à qui tu t'attaques, enfin, tu t'attaques, entre guillemets, ont pas l'air trop. Que toi, tu les considères comme des abrutis, ça, j'en doute pas une seconde. Mais ils ont l'air, en tout cas intellectuellement, suffisamment Non, charpentés à certains égards. Bah, non, 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 mais d'accord. zéro. Ok, ok. Franchement, quand tu vois, quand tu vois enfin, quand tu vois si tu essayes d'examiner la qualité intellectuelle d'un ouvrage de Cyril Dion, c'est à pleurer. Enfin, quand tu compares ça, en tout cas, à d'autres choses de qualité. Non, ils sont vraiment, je dis abruti parce que c'est un abruti, quoi. Il y a pas d'autre mot. Tu vois. Pour moi, c'est vraiment aussi, tu vois, c'est cette époque, à plein de niveaux, il y a la peur de plus personne, on n'ose plus appeler un chat un chat. Moi, je considère que c'est important d'appeler un chat un chat. Ça fait partie du jeu de dire la vérité. Et comme dans les énergies vertes, tu vois, une énergie verte, non, elle n'est pas verte. Je me refuse à participer à ce mensonge. Et donc, si je dois appeler un chat, une énergie verte, une énergie pas verte, en fait, ben, j'appellerai un abruti. Et voilà. Il y a un autre point aussi qui est intéressant, et on revient à toi, mais c'est pas tellement toi, c'est juste le mouvement un peu général où on dit, disons que toi tu le portes un peu en ce moment, mais Nicolas Cazot, il fait que critiquer, alors il y a des tas de gens qui se bougent et tout ça, et tu relèves ah oui, non, c'est ça, Nicolas Cazot, qu'est-ce qu'il fait? Ceux qui critiquent comment ils essayent de faire des choses. Alors, je rappelle la phrase très belle de Hannah Arendt qui dit que choisir le moindre mal, c'est toujours choisir le mal. Et surtout, tu réponds, un point assez important, c'est en fait, vous n'appréciez pas ma critique parce que je critique ce que vous aimez. Et est-ce que tu peux justement détailler cet aspect-là? Parce qu'il est vrai que par ailleurs, tu aimes beaucoup d'autres choses. Sinon, tu ne serais pas éditeur, tu ne serais pas traducteur, en l'occurrence, tu n'aurais pas de chien. Je dis ça parce Bien qu'on l'a sûr. vu passer tout à l'heure. Voilà. Oui, évidemment. Mais encore une fois, la réaction face à une critique qui consiste soit à dire que le ton employé n'est pas bon,
ou à dire mais de toute façon, lui, il critique tout. Ces deux réactions-là, c'est deux sophismes, en fait. Tu ne t'intéresses pas à ce qui est dit, en fait, tu ne réponds pas sur le fond, tu ne réponds pas, tu essayes d'esquiver le problème qui est soulevé en t'attaquant à quelque chose qui est accessoire. Donc après, la question devient, mais pourquoi est-ce que ces gens-là esquivent le débat? Et effectivement, la question, enfin, esquive, pourquoi est-ce que ces gens-là essayent de nier la réalité? Et ça, il peut y avoir un certain nombre de réponses sans doute, mais quelque chose qui est peut-être assez commun, assez courant, c'est que ces gens-là, au final, ils sont attachés, en fait, très attachés, viscéralement attachés euh, au monde, au genre de monde, au monde que moi je critique dans son intégralité, en fait, que moi, d'autres, PMO, les gens des éditions La Lenteur, Bernard Charbonneau et tous les écologistes, d'ailleurs, tous ceux qu'on considère comme les précurseurs de l'écologie, nous, on critique radicalement ce monde hautement technologique, avec voilà, le monde moderne. Nous, on considère, on explique que ce monde n'est pas viable, ne sera jamais, il n'y a pas de version verte, il n'y a pas de version écologique de ce monde, il n'y a pas de version propre, il n'y a pas de version durable, il n'y a pas non plus de version équitable, il n'y a pas de version démocratique. Une civilisation hautement technologique et démocratique, ça n'existe pas non plus. Et nous, le fait qu'on expose ça, alors que ces gens-là, ils sont très attachés à ce monde, ils considèrent comme inimaginable de se passer voilà, la vie sans réfrigérateur, la vie sans médecine hautement technologique, la vie sans Internet, ça paraît à beaucoup de gens désormais totalement inimaginable, alors que c'est quelque chose qui existe à peine depuis quelques dizaines d'années. Et ben, vu qu'ils y sont attachés, ils préfèrent nier la critique ou la rejeter comme ils peuvent, plutôt que d'essayer plutôt que de l'affronter et de la regarder en face et d'essayer de voir s'ils ont quelque chose à répondre sur le fond ou s'il n'y a rien. Et donc, pour moi, ces réactions, voilà, c'est arrangé dans des réactions de rejet qui ne disent rien d'intéressant, sinon sur la psychologie de la personne et le fait qu'elle rejette totalement ce que tu essaies de dire, quoi. Il y Ce a que un tu autre, soulignes. il y a un autre mouvement aussi auquel tu t'es attaqué, pardon, un mouvement ou façon de penser, c'est l'idéologie, pardon, transgenre. Tu as beaucoup écrit récemment et fait écrire aussi des personnes sur ce sujet-là. Parmi toutes les questions qui peuvent naître sur ce thème du transgenrisme, en fait, et des orientations sexuelles, en fait, je me posais la question de, selon toi, qu'est-ce qui relève d'un combat pour l'émancipation? Parce qu'il y a aussi des personnes euh, euh, je ne connais pas le nombre, et d'ailleurs, tu as beaucoup écrit dessus, mais ce serait intéressant. Il y a aussi des personnes nées hommes ou femmes qui se sentent de l'autre sexe. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'émancipation là-dedans? Et puis, à ton avis, qu'est-ce qui relève davantage de la volonté en fait d'imposer une autre vision du monde, une autre vision de l'être humain, une autre vision de la nature? Est-ce que tu fais la différence entre les deux ou est-ce que selon toi, ça n'est pas pertinent? Euh, alors, c'est un sujet dangereux. Et Le, juste, je fais une insert, excuse-moi, mais je vais essayer de faire une interview sur ce thème-là, poussé justement sur du long cours pour qu'on essaie justement de creuser ce sujet ouais, que parce tu que c'est un caractérises sujet qui comme mérite. dangereux. Ouais, Oui, voilà, bien sûr, ça mérite plus qu'une question et voilà. ouais. Mais pour répondre à ta question, euh, émancipateur. Le problème, c'est que donc s'émanciper de quoi? Euh, il me semble que donc quand on parle de genre et de sexe, l'important à dire, c'est ce que disent les féministes depuis déjà très longtemps, à savoir que dans la société patriarcale dans laquelle on vit,
On rappellera au passage que 100% des institutions qui composent l'État français ont été intégralement conçues par et pour des hommes. Zéro femme dans les fondements de toutes les institutions modernes. Et donc, dans la société patriarcale dans laquelle on vit, cette idéologie patriarcale, on l'hérite des sociétés qui ont des sociétés, on va dire, sur lesquelles de toute la tradition judéo-chrétienne sur laquelle notre société est bâtie. Et ben donc dans cette société, il y a des féministes ont commencé à utiliser il y a quelques décennies le terme de genre pour qualifier les rôles socio-sexuels qui sont assignés aux deux sexes, hommes et femmes, et qui induisent aussi une hiérarchie entre ces deux sexes, à savoir que les femmes, du coup, sont subordonnées aux hommes, les hommes sont considérés comme des êtres supérieurs qui peuvent donc exploiter les femmes en toute tranquillité. Et donc, s'émanciper dans ce contexte-là, ce serait abolir en fait ces rôles socio-sexuels et la hiérarchie qui les accompagne. C'est ce pourquoi militent beaucoup de féministes depuis longtemps. Mais on se demande du coup en quoi le mouvement transgenre pourrait participer de cette émancipation. Il ne remet pas en question vraiment ces rôles socio-sexuels, surtout que pour l'instant, sa principale contribution, c'est d'avoir détruit le sens du mot femme. Donc, si on ne peut plus dire ce que c'est qu'une femme, dans une société qui demeure patriarcale, c'est dans une perspective d'émancipation des femmes, si on peut plus parler des femmes telles qu'elles existent réellement, c'est quand même un pas en arrière gigantesque. Qu'est-ce que tu veux dire juste? Est-ce que tu peux préciser justement le fait que on ne peut plus parler des femmes, enfin le terme de femme n'a plus cours? Non, parce que dans la perspective du mouvement trans, les mots femme et homme, en fait, ne désignent plus aucune réalité biologique, matérielle, physique. C'est est femme ou est homme, n'importe qui se dit femme ou homme. C'est un sentiment, c'est devenu une pure sensation, et une sensation qui se définit aussi de manière subjective. Si tu penses que tu es une femme, tu es une femme. La raison, on n'a pas à te demander de raison, tu n'as pas vraiment à en donner. Mais on remarque que la plupart du temps, les hommes qui se disent femmes dans le mouvement transgenre, c'est des hommes qui adhèrent au stéréotype de la femme dans la société patriarcale. Du coup, en fait, on se rend compte qu'ils continuent tout à fait d'adhérer au principe du genre, au stéréotype associé au rôle socio-sexuel. Et donc, mais le mot femme ne peut plus désigner, il est désormais considéré comme transphobe, de dire qu'une femme est un être humain de sexe féminin, à savoir la définition qu'on trouve dans n'importe quel dictionnaire. Tu ouvres un dictionnaire, tu vas au mot femme, tu vas marquer être humain de sexe féminin, ou quelque chose de très proche. Et donc ça, c'est transphobe. Et du coup, on ne peut plus désigner le mot femme. Il y a une féministe américaine, une démocrate donc, de gauche, Kara Dansky, qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'abolition du sexe. Il n'a pas encore été traduit en français, j'espère qu'il le sera un jour. Et en fait, elle explique que les effets du mouvement transgenre le mouvement transgenre a pour objectif, ou pour effet en tout cas, d'abolir la réalité du sexe dans le discours, dans la loi, dans la société. Le sexe biologique est quelque chose le sexe doit être considéré comme une chose tout à fait culturelle, construite, plus aucun rapport avec la réalité. Pour quel intérêt, selon toi? Eh bien, comme Kara Dansky le souligne, il y a un des principaux intérêts, c'est faire de l'argent, parce que c'est une nouvelle manière d'ouvrir plein de marchés. Le marché de la chirurgie, le marché de la médication, les médicaments, les hormones cross-sexuelles, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'argent à faire. Et il se trouve qu'il y a aussi
il y a aussi une convergence assez notable entre le mouvement transgenre, le mouvement trans et le transhumanisme, dans le sens où les deux se basent sur ce postulat selon lequel nous ne sommes pas notre corps, en fait, nous sommes pur esprit. En fait, les deux se basent sur une dissociation entre le corps et l'esprit. Et c'est ce qui fait que dans le mouvement transgenre, on considère qu'on peut naître dans le mauvais corps. Tu vois, tu peux dire que tu n'es pas ton corps, tu peux être né dans une mauvaise enveloppe, dans une mauvaise machine, en fait. Il faut qu'on change la machine, mais le logiciel, tu vois, pour prendre un peu pour garder un vocable mécanomorphe, et du coup, ça colle vachement bien, du coup, ça, avec le transhumanisme, qui considère aussi qu'on devrait pouvoir s'uploader dans une machine. Et c'est ce qu'explique très ouvertement un personnage majeur à la fois du mouvement transgenre et du mouvement transhumaniste, à savoir Martin Rothblatt, devenu Martin Rothblatt. Donc, Martin Rothblatt est un homme américain qui est PDG de plusieurs entreprises, notamment Revivicor, une entreprise qui élève des porcs transgéniques en vue de faire des xénogreffes sur des humains. Revivicor a fait parler d'elle récemment, je crois que c'était en janvier, parce qu'une greffe a été réussie sur un être humain aux États-Unis d'un porc, donc d'un cœur de porc. Et le cœur de ce porc venait de l'élevage de la société Revivicor de Martin Rothblatt, devenu Martine. Aujourd'hui, il se considère femme, tu vois. Et, juridiquement, il doit être considéré comme une femme, alors qu'il n'est pas un être humain de sexe féminin. Et c'est pareil, tu vois, enfin, on pourrait un malentendu, tu vois. On parlait du fait de ne plus pouvoir appeler un chat un chat. Bah, tu vois, tout ça, c'est exactement la même chose. Les énergies vertes ne sont pas vertes. Un homme n'est pas une femme, mais pourtant, aujourd'hui, on veut nous obliger à dire que oui. Et on veut nous obliger à faire. Il y a l'idée, il est désormais. Il y a plein de gens qui croient désormais qu'on peut changer de sexe avec une opération chirurgicale en hôpital ou en clinique, qu'on peut changer de sexe. Alors qu'en fait, on ne peut pas changer de sexe. Le sexe, c'est dans toute notre. On est né d'un certain sexe. Toutes nos cellules corporelles possèdent cette sexuation. On ne change pas de sexe, en fait, avec une opération chirurgicale. Et quand on va sur le site des organismes, hôpitaux et autres qui proposent ces opérations chirurgicales parfois qualifiées de changement de sexe, ils le disent très ouvertement qu'en fait, ce n'est pas un changement de sexe, c'est on va changer l'apparence esthétique de tes organes génitaux. C'est une apparence, c'est un changement d'apparence. Tu ne changes pas de sexe, c'est de la chirurgie esthétique, quoi, cosmétique. Donc, il n'y a pas de changement de sexe. Mais bon, voilà, j'arrête cette digression-là. Je reviens sur Martin Rothblatt et le lien entre transgenrisme et transhumanisme. Donc, Martin Rothblatt, qui est à la tête de plusieurs sociétés importantes, il est aussi l'auteur d'un bouquin qui s'appelle From Transgenderism to Transhumanism. En français, ça donne de transgenre à transhumaniste, un manifeste sur la liberté de forme. Et c'est un bouquin dans lequel il explique le lien qu'il y a entre transgenrisme et transhumaniste, à savoir ce que je disais un peu, le fait que la dissociation entre le corps et l'esprit, nous ne sommes pas notre corps, et du coup, nous pouvons aussi bien homme-femme, switcher n'importe comment, tout et n'importe quoi, tout est libre, et que nous uploader dans une machine, ça revient au même, c'est super. Et il faut aussi savoir que Martin Rothblatt a fait fabriquer un robot à l'effigie de sa femme. Il est connu pour ça. Ce robot, on l'a déjà vu à la télévision. Enfin, il y a des vidéos de lui. J'imagine que c'est peut-être dans un souci d'immortalité, comme ça, si sa femme meurt, il a une copie de remplacement. Je ne sais pas, c'est assez glauque. Et voilà, donc lui, il reconnaît très ouvertement qu'il y a un lien entre transgenrisme et transhumanisme. Il a écrit un livre dessus. Et d'ailleurs, il faut savoir que Martin Rothblatt a participé à l'essor du mouvement transgenre parce qu'il a fait partie des cinq personnes, 5 hommes d'ailleurs, 5 hommes qui ont écrit, je crois que c'était en 1994 ou 95, un des premiers documents juridiques importants pour le mouvement transgenre qui s'appelle l'International Bill of Gender Rights. On pourrait traduire ça par Charte internationale sur les droits du genre. Et voilà, donc c'est un truc qui est rédigé par 5 hommes, dont plusieurs se disent femmes, et dont Martin Rothblatt. Donc il a une place importante dans l'histoire du mouvement transgenre. Et il est aussi un fervent transhumaniste qui espère qu'on pourra un jour s'uploader dans une disquette ou un ordinateur. On va pouvoir parler aussi un petit peu de stratégie parce que je me posais aussi un peu la question, est-ce qu'il y a
de stratégie, j'entends pour les écologistes. Est-ce qu'il y a un contentement à la critique permanente? C'est aussi une critique qu'on te fait. La critique est facile, mais l'art est difficile. Alors je me demandais si il y avait un plaisir qui était pris à se rendre compte du délabrement du monde dans lequel on est en essayant de le documenter. Ça, c'était un peu la première question. Ensuite, j'essaie de faire parler un petit peu les personnes qui s'opposent à toi. J'espère qu'elles ne m'en voudront pas, mais on se demande un peu, mais qu'est-ce que veut Nicolas Cazot comme modèle de société? Tu vois, il y a ça aussi. Du coup, si je raisonne un peu en termes stratégiques, par quoi, selon toi, est-ce qu'il faudrait commencer? Ouais, alors non, il n'y a pas de. Enfin, franchement, il n'y a aucun. Il y a pas. Il n'y a pas de plaisir c'est pas marrant, c'est pas amusant de critiquer des gens. C'est pas drôle. C'est chiant. Et c'est chiant aussi parce qu'après, du coup, on se prend plein de remarques désobligeantes de toutes sortes de personnes. Donc non, il n'y a vraiment pas de plaisir si jamais je pouvais troquer ma vie contre. Si jamais tout ça pouvait s'arrêter, moi j'irais bien cultiver des patates et dire au revoir tout l'univers numérique, etc. Ou faire du surf, je ne sais pas, peu importe. Mais donc non, il y a pas de plaisir. Moi, je fais ça parce que je trouve ça important, parce que je trouve ça indécent les mensonges parce que c'est une réaction quasiment instinctive contre le simple fait, la caractéristique très humaine qui consiste à ne pas aimer l'injustice. Quand tu vois une injustice, quand tu vois un mensonge, bah, tu as envie de, 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 de rétablir la justice, quoi. Du coup, voilà, c'est une des principales raisons pour lesquelles je fais ce que je fais. Après, tu me demandais, voilà, c'est bien beau de critiquer. Oui, mais parce qu'en fait, on a besoin, étant donné qu'on part d'extrêmement loin et que la plupart des gens, enfin, on nage tellement dans le mensonge, dans les illusions et dans l'incompréhension que malheureusement, on a besoin de beaucoup de réflexion, on a besoin de beaucoup de critiques, en fait, pour comprendre. L'ampleur de ce qui pose problème dans le monde actuel, sur les plans sociaux et écologiques. Et, et voilà, et donc tout ça explique pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi tu es en train de m'interviewer là aussi d'ailleurs. Et, et, euh, et pour si je devais vraiment faire au plus simple, au plus bref, quel type de société alors, voilà, pour être très honnête, je pense il n'y a le seul le seul type de société viable, donc soutenable sur le plan écologique et aussi potentiellement démocratique, c'est des modes de vie à très petite échelle, des petites sociétés. On parle aussi de sociétés à taille humaine. Il faut voir le bouquin. Il y a un bouquin pas mal qui est sorti sur cette question de la taille de Olivier Rey. Ça s'appelle Une question de taille. La taille fait beaucoup de choses. La taille d'une société, elle implique beaucoup de choses. Ou de Léopold Kohr, je crois que c'est Léopold Kohr ou Tout à Schumacher, fait. Small is Beautiful. Ouais, ouais, il y a Small is Beautiful, mais il y a celui de Leopold Kohr. En anglais, il s'appelle The Breakdown of Nations. Je ne Oui, sais c'est pas ça. comment il a été traduit en français. Il a été publié aux éditions RN, je crois, mais je ne sais plus le titre. Et ouais, la taille fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens l'avaient déjà remarqué avant nous, hein. C'était Rousseau qui disait que la démocratie était. Il a écrit ça dans un projet de constitution pour la Corse qui n'a jamais vu le jour. En fait, c'est resté à l'état de brouillon. Et dans lequel il écrit que je paraphrase, que la démocratie est un régime qui correspond bien à une petite ville, une commune. Mais dès qu'on dépasse cette échelle, dès qu'on passe à l'échelle d'une nation, on doit forcément du coup élire des représentants et le régime change et de démocratique devient aristocratique. Et donc c'est Rousseau qui avait l'honnêteté de qualifier donc ce que nous on appelle démocratie aujourd'hui. Lui, il appelait ça aristocratie élective. Il y a d'autres appellations, hein. Mais bon, c'est peut-être mieux de parler d'oligarchie sinon. Mais
Mais là, donc là, la taille importe beaucoup. Lewis Mumford, aussi un sociologue, historien américain que j'aime beaucoup, expliquait lui aussi considère que la démocratie, c'est quelque chose qui peut exister que dans les petites communautés où les gens se connaissent de visu, peuvent tous se rassembler ensemble et discuter et échanger. Donc, les conditions, voilà, pour moi, les conditions pour la démocratie, c'est une société de petite taille et donc forcément bassement avec des technologies très, très rudimentaires parce que la démocratie n'est compatible qu'avec des technologies très simples dès que c'est Lewis Mumford, justement, pour encore lui, distinguer, il a écrit un petit bouquin qui est paru aux éditions La Lenteur l'an dernier, qui s'appelle Technique autoritaire et technique démocratique, ou inversement, technique démocratique et technique autoritaire, dans lequel il explique qu'en fait, on peut distinguer deux types de technologies, ou de techniques, peu importe comment on veut qualifier ces outils, enfin, comment on veut qualifier l'outil, en fait. Un premier type autoritaire qui implique nécessairement d'avoir une société où le pouvoir est centralisé, où du coup il y a un pouvoir centralisé, une société stratifiée aussi en classes avec du coup des élites et des travailleurs. Et de l'autre, il y a les techniques démocratiques qui, elles, ne sont compatibles qu'avec la vie à petite échelle de personnes qui s'organisent en fait entre elles directement, sans représentants, sans intermédiaire. Et voilà, et donc c'est quelque chose il n'était pas le seul il n'est pas le seul à être arrivé à cette conclusion, à ces remarques. Il y a beaucoup de gens qui étaient. Theodore Kaczynski dit un peu la même chose dans son bouquin La société industrielle et son avenir. Il y a William Goldsmith, il y a Wolfgang Sachs qui distinguait aussi deux types de technologies. Ils employaient, c'était pas autoritaire et démocratique, mais il y avait deux appellations aussi, je ne sais plus exactement le nom. Mais voilà, c'est quelque chose qui est qui a déjà été bien compris et théorisé par d'autres. Dans les années 60-70, d'ailleurs, en France, c'était aussi quelque chose qui était débattu et discuté. En 1972, il y a un numéro du Nouvel Observateur qui sort, dans lequel sera publié un tableau avec deux colonnes. Une colonne à droite, c'était technologie douce, et une colonne à gauche, c'est technologie dure, ou alors inversement, technologie dure. Donc, c'est la même chose, technologie douce. Ça désignait les technologies qui sont compatibles avec la démocratie, la petite échelle, le respect de la nature. Et les technologies dures, c'est les technologies qui appellent une société organisée de manière très hiérarchique, une vaste société avec une importante division du travail, spécialisation du travail. Donc voilà, c'était quelque chose qui était compris et débattu même en France, donc, parce que le Nouvel Observateur, quand même, c'est pas un journal. Le Nouvel Observateur, c'est pas quelque chose de très marginal, quoi. C'est Nouvel Obs, quoi. Donc il y a ce tableau qui a été publié dans ce numéro. Et parce que voilà, à un moment, la technologie était comprise comme non neutre. En fait, on savait que la technologie, c'est pas neutre. En fait, toute technologie appelle un certain ordre social, une certaine configuration sociopolitique, parce que tu n'as pas besoin des mêmes matériaux, des mêmes savoir-faire pour construire un panier en osier ou une centrale nucléaire. C'est pas du tout les mêmes choses que ça implique. Donc, aucune technologie n'est neutre dans la mesure où déjà chaque technologie a des implications sociales et matérielles pour être produite et qu'ensuite chaque technologie a des effets. Quand tu possèdes une technologie, tu ne vois plus le monde de la même manière. Si tu sais que tu as à disposition une voiture, ta perception du monde va changer et du coup, il y a plein d'effets ensuite en aval. Et en amont, il y a plein d'implications. Voilà, donc, à une époque, c'était compris tout ça, que la technologie n'était pas neutre. Et donc voilà, donc une des conditions pour vivre dans une société démocratique et respectueuse de la nature, c'est comment on pourrait dire, un degré de complexité technologique assez bas, en fait, des technologies assez rudimentaires. C'était aussi George Orwell qui faisait remarquer en réponse à Herbert Reed que non, George Orwell, c'était en 1946, il expliquait que d'après toute son expérience, il estimait que l'anarchie n'était pas compatible avec la haute technologie. Il prenait en exemple l'avion en disant que, par exemple, tout ce qu'il faut, toutes les opérations techniques qu'il faut pour construire un avion appellent nécessairement aussi un pouvoir centralisé, donc une force de répression, etc. En gros, lui aussi comprenait. C'est un tout petit paragraphe, en fait. Il a écrit davantage aussi sur la... Il parle de la technologie dans le Quai de Wigan, il en parle pas mal, mais
dans ce petit paragraphe de recension d'un livre d'Herbert Reed, Orwell montre qu'il comprend cette distinction entre différents types de technologies qui vont vont de pair avec différents types de régimes d'organisation sociale. En fait, du coup, pour le dire autrement, qu'il y a un lien entre le degré de développement technologique, il y a un lien entre complexité technologique et complexité sociale. Et donc voilà, donc, pour en revenir à mon propos, c'est que les conditions pour une société véritablement démocratique, c'est une petite échelle humaine, et du coup qui forcément appelle un faible degré de développement technologique, mais ce qui n'est absolument pas un problème, contrairement à ce que beaucoup pourraient croire. On vit très bien aussi avec des basses technologies. D'ailleurs, on a vécu très bien avec des basses technologies pendant 99% de notre histoire. Et en fait, c'est que depuis qu'on a des hautes technologies qu'on détruit tout et qu'on prend des antidépresseurs et que c'est la catastrophe à peu près à tous les niveaux. Et on a vécu sans téléphone portable jusqu'au milieu des années, de la première décennie des années 2000, et ça allait à peu près, on arrivait à s'y retrouver. Puis je rebondis juste ce que tu disais par rapport à George Orwell. Je crois qu'il dit aussi qu'il y a une incompatibilité fondamentale entre la liberté et l'efficacité. Et en plus, dans Ouais. une société aujourd'hui qui survend, qui surjoue l'efficacité, je trouve que c'est très, très intéressant. Il faudrait qu'on ait bien ça en tête à chaque fois qu'on nous dit que quelque chose est efficace. La question qu'on pourrait se poser Ouais. en parallèle, c'est est-ce que c'est ce qu'on est Mais, libre? ouais, mais le problème, c'est que c'est un concept très, très vaste, l'efficacité. Ouais. La question, c'est efficace en quoi? Efficace pourquoi? Parce que moi, j'aurais envie de dire que les hautes technologies ne sont pas du tout efficaces. Enfin, tu vois, elles ne permettent absolument pas de vivre. Elles ne sont pas du tout efficaces, par exemple, en matière d'optimisation de notre liberté et de la démocratie, au contraire. Donc, l'efficacité, il faut toujours poser la question dans quoi ou pourquoi. Je te repose la question un peu différemment parce que tu n'as pas voulu y répondre. En même temps, je ne te demande pas non plus des grandes pistes de Ouais. réflexion, mais peut-être, selon toi, donc par quoi commencer? Peut-être que je ne veux pas parler pour toi, mais de ce que j'ai compris, c'est peut-être d'abord commencer par essayer d'essiller un peu le regard pour essayer de comprendre de quoi on est constitué, enfin de quoi est constitué le monde dans lequel on vit. Et puis tu as cité de nombreux auteurs et il manque beaucoup de femmes. Oui, Et je suis très triste en général justement alors c'est aussi hélas l'histoire qui veut ça, mais je suis très triste qu'on cite pas suffisamment de femmes. Et je me demandais si tu avais, je suis sûr que tu as des idées d'autrices, d'auteurs, femmes qui ont beaucoup travaillé, œuvré pour le mouvement justement écologiste, et que tu nous encourages aussi que tu nous encouragerais probablement à lire pour comprendre ouais. d'autres façons de faire. Tout à fait. Bah, déjà, toutes les femmes qui participent du courant qu'on appelle l'écoféminisme, moi, je trouve leurs analyses excellentes. Euh, on peut citer le récent ouvrage de Geneviève Pruvot qui s'appelle Quotidien politique. Je crois qu'il est sorti cette année ou l'an dernier. Qui est un peu une sorte de tour d'horizon justement de ce qu'est l'écoféminisme. Un tour d'horizon, comment dire, qui aussi actualise un peu parce que du coup, voilà, c'est un bouquin qui vient de sortir, très récent, il y a des enquêtes de terrain dedans. Donc voilà, le bouquin de Geneviève Pruvot. Après, il y a Maria Mies et Vandana Shiva qui ont écrit un bouquin qui s'appelle Écoféminisme, qui malheureusement n'est plus édité, je crois, mais qu'on peut trouver. Je me demande s'il n'y a pas un PDF qui traîne sur Internet. Voilà, donc tout le courant écoféministe, il y a aussi il y a pas mal de livres qui sont sortis récemment en France sur le sujet. Il y a une anthologie, je crois, qui est sortie aux éditions Cambourakis, donc j'ai oublié le titre. Tu as Moi, une écrit autrice aussi que sur j'aime, Arundhati Roy, c'est ça? Arundhati Roy, ouais, j'allais parler d'elle, Ah, c'est une ok. autrice que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup appris. Arundhati Roy, une écrivaine indienne. Euh, Moi, j'ai notamment, elle n'a pas écrit beaucoup.
Elle n'a pas écrit beaucoup de façon générale, mais elle a écrit des livres excellents. Un de ces derniers, c'est Capitalisme, une histoire de fantômes. Il est vraiment très bon parce que moi, j'aime bien Rhonda Tiroy pour le travail qu'elle fait sur ce qu'elle appelle l'ONGisation de la résistance, à savoir le fait que en fait, de plus en plus d'ONG, l'opposition dans nos sociétés, dans la société industrielle, se réduit de plus en plus à des ONG et, depuis déjà quelques décennies. Et elle examine ce phénomène en expliquant pourquoi, comment ça se fait que l'opposition aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs dans le domaine écologique ou autre, c'est des ONG, quoi. Et d'où sort ce phénomène des ONG, qui il sert, quels sont ses défauts et ses qualités. Et donc voilà, donc dans son livre Capitalisme, une histoire de fantôme, elle parle un peu de ça. Et il y a une compilation d'essais d'elle qui vient de sortir aussi, enfin, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, mais j'ai oublié son titre. Mais quasiment tous les essais d'Arunda Tiroy, je les trouve excellents. Il y a un petit essai qui s'appelle Le coût de la vie aussi. Je ne sais pas s'il est édité, mais je sais que dedans, je me souviens qu'elle parle des barrages en Inde, parce que les barrages en Inde ont été une problématique majeure la construction des barrages en Inde, elle a impliqué le déplacement de plusieurs centaines de millions de gens qui ont été virés de chez eux, du coup. Des vallées entières ont été inondées, détruites, des rivières, du coup, des fleuves complètement bouleversés et même en fait du coup endigués, quoi. Un barrage, tu coupes la vie d'un fleuve en plusieurs. Enfin, tu segmentes un fleuve et du coup tu altères totalement l'écosystème. Voilà, donc son petit livre Le coût de la vie parle de ça entre autres choses. En France, il y a Anna Bednick aussi qui a sorti un bon bouquin qui s'appelle Extractivisme, dans lequel elle relie un peu beaucoup de choses et elle fournit en fait une bonne critique socio-écologique radicale, on peut dire. Il y a justement dedans, on retrouvera une critique des énergies vertes et, euh, et de leurs implications sur les pays, les implications du développement des énergies vertes dans nos pays riches sur les pays pauvres, les pays du Sud économique. Voilà, ça fait déjà quelques Ah oui, autrices. ça J'avoue fait que déjà une bonne bibliothèque à constituer. Et sur un plan un peu plus, pour revenir justement à la stratégie, puis ensuite on va aller tranquillement au terme de notre entretien, mais sur quoi est-ce que selon toi il est important d'appuyer? Tu as écrit une très belle note de lecture sur le livre Terre et Liberté d'Aurélien Aurélien Berland. Berland. Berland, ouais. J'ai cru comprendre que c'était selon toi aussi une belle voie, une belle approche justement Oui, par quoi commencer. Est-ce que tu veux ouais. bien en dire un mot? Le bouquin d'Aurélien Berland, Terre et Liberté, qui est sorti il y a quelques mois aux Quelques éditions semaines. La Lenteur, ouais, qui sont une super maison d'édition qu'il faut vraiment conseiller et il faut lire. Et le bouquin Terre et Liberté, il est bien parce que c'est un petit bouquin, il fait 200 pages, je crois, ou 200 et quelques, 210. Et dedans, Aurélien Berland parvient à résumer, à vraiment bien résumer l'essentiel de nos problèmes actuels. Donc, c'est vraiment un fait rare. Enfin, moi, je connais peu de livres qui sont aussi complets, aussi excellents. Donc, vraiment, Terre et Liberté d'Aurélien Berland est vraiment à conseiller. Et d'ailleurs, dans son livre, il met en valeur le fait que en fait, l'analyse dont il s'inspire le plus, celle qu'il considère la plus juste, c'est justement l'analyse écoféministe. Il cite beaucoup d'écoféministes, notamment Maria Mies et Vandana Shiva, mais il cite aussi Veronica Benold-Thompson, dont en fait Veronica Benold-Thompson est une philosophe qui a écrit un bouquin avec Maria Mies qui s'appelle La perspective de subsistance, qui n'est pas encore traduit en français, mais il est en cours de traduction aux éditions La Lenteur, justement. C'est pour ça qu'Aurélien Berland en parle. Et donc, il mentionne beaucoup les écoféministes parce que leurs analyses sont très justes euh, à tout niveau et que du coup, voilà, du coup lui, pour répondre à ta question, ce qu'on peut tirer dans son livre, enfin ce qu'on peut tirer de son livre pour répondre à ta question, c'est que dans le combat qu'on a besoin de mener, il y a deux versants complémentaires
est essentiel à prendre, enfin, les deux sont vraiment essentiels, donc les deux doivent coexister. C'est d'une part la création d'alternatives, la lutte pour construire des alternatives à la société technocapitaliste, recréer des modes de vie différents, affranchis des règles du capitalisme et de la domination technologique. Ça, c'est un premier versant. Mais l'autre, c'est évidemment la lutte contre les institutions existantes parce que jamais le monde, jamais les institutions dominantes ne laisseront faire. En fait, elles n'ont aucun intérêt à faire ça. Et si jamais, enfin, il y aura de la répression contre tous ceux qui refusent de se soumettre et de participer à, au monde comme il va, on va dire. Et donc voilà, donc c'est deux versants qu'il faut absolument prendre en compte. La lutte contre le monde existant et les efforts en vue d'en créer un différent. Je pense que pour plus de détails, je vous renvoie directement au bouquin de Berland parce que ce serait une discussion très intéressante, mais ce serait une discussion très vaste. Il y a un point aussi sur l'autonomie dans ce livre que justement l'auteur essaye de délayer et d'expliquer. Et l'autonomie, ça n'est pas qu'une autonomie alimentaire eau et énergétique, encore que c'est vraiment fondamental. Mais il y a vraiment aussi une autonomie de pensée, une autonomie d'agir, en fait une liberté aussi un peu dans l'action au quotidien. Et ça rejoint ce que tu disais au cours de notre entrevue, c'est qu'on est quand même, si on n'est pas de moins en moins libre, en tout cas, on est de plus en plus contraint. Euh, la dernière question que je pose à tous les invités de cette chaîne, c'est je me demande souvent pourquoi est-ce que des personnes engagées se lèvent le matin et qu'est-ce qui les fait continuer d'agir. Alors je me demandais en t'écoutant, je me disais que peut-être c'était tous les livres que tu lisais, que tu traduisais, c'est aussi ce que tu fais, mais oui, pourquoi continuer? Pourquoi continuer? Parce que, comme je te disais, c'est des choses c'est des choses qui m'apportent. C'est Encore une fois, pour moi, c'est un peu une réaction viscérale contre ce monde et ce qu'il est en train de faire, à la fois ce qu'il est en train de nous faire à nous, êtres humains, humainement et socialement, mais ce qu'il est en train de faire aussi à la nature, quoi, moi, tout ça m'est insupportable et je peux pas juste rien faire, je pourrais pas me satisfaire d'aller cultiver des radis dans le Périgord. Euh, j'ai envie de faire ce que je peux faire. Je vois qu'il y a, je constate aussi un véritable manque un peu dans le paysage médiatique, littéraire aussi. C'est pour ça qu'on a créé les éditions libres, pour publier des bouquins qui n'étaient pas publiés, pour faire traduire des auteurs qui n'étaient pas traduits. Donc voilà, pour moi, je considère que c'est, euh, c'est c'est comment elle s'appelle? C'est Alice Walker, je crois, qui disait qu'il y a cette phrase où elle dit que l'activisme, c'est le loyer qu'elle paye pour la chance de vivre sur cette planète. Et ben, moi, je considère que c'est un peu ça aussi. Ouais. Mais pas que, c'est aussi ce qui me, enfin, ouais, c'est ce qui me semble juste de faire, pas juste vis-à-vis de la nature, mais vis-à-vis aussi de mes congénères humains et voilà, et la société en général. Donc, ouais, c'est un sentiment une sorte de réaction instinctive et viscérale qui me pousse à faire ça. Bon, bah écoute, on a envie de dire d'un côté qu'on te souhaite d'être un locataire encore longtemps, mais en même temps, si tu continues longtemps ton travail, c'est que les choses n'avancent pas dans le bon sens. Donc on est toujours partagé, mais en tout cas, merci pour tout ce que tu fais et ta participation aussi au travail qui a été amorcé il y a plusieurs décennies par des gens importants dont tu as parlé au cours de cette interview. J'espère que cette rencontre donnera envie aux personnes qui pourraient l'écouter de se plonger un peu
évidemment dans ton travail à toi, mais aussi dans ce corpus intellectuel qui a été très riche et qui continue d'être riche. Donc voilà, écoute, Merci à merci toi. aussi pour ça et puis à bientôt. À bientôt. Ciao.